Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de méthodologie et pronostic en UE4, comptabilité et audit. Aujourd'hui, je suis accompagné par mes collègues Monsieur Mallet et Monsieur Clolus qui vont se charger d'essayer de vous aider et de vous accompagner au mieux lors de votre préparation, ces dernières semaines qui vous restent avant l'examen. Donc on va essayer bien sûr de vous donner nos sentiments, tout en vous rappelant que ici ce ne sont que des pronostics, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on pense que, et ce n'est pas sûr, donc attention à ne pas prendre pour argent comptant nos pronostics, puisque ici ce ne sont que des sentiments que nous avons sur ce que peut vous demander l'examen. Dans un premier temps, on va travailler sur la présentation de l'UE, très rapidement bien sûr, on ne va pas passer des heures dessus, mais très rapidement on va vous représenter l'UE pour vous dire un petit peu les éléments qu'il faut garder en tête. Un point sur le rapport du jury et les statistiques de l'année précédente. Et enfin, on rentrera dans la méthodologie de réponse, notamment la mise en forme et la stratégie à adopter pour essayer d'obtenir le maximum de points. On commencera par un premier point, l'audit et les 15 questions types. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la fusion-acquisition et les pronostics et un point d'actualité rapide sur la fusion-acquisition. Un troisième temps, on travaillera sur les IFRS et on fera un focus IAS 19, IFRS 15. Et on clôturera cette vidéo avec la consolidation et les 4 dossiers types que vous pouvez avoir à l'examen. Et on commence avec la présentation de l'UE et la répartition des points. Je laisse la parole à mon collègue, Monsieur Clolus. Bonjour à tous. Vous avez au programme du DSCG pour l'UE4, 4 parties au programme. Les comptes conso, qui peuvent être produits en référentiel ANC 2020-01, référentiel français ou en référentiel IFRS. Les restructurations, ici on se situe dans les comptes sociaux, donc des règles de compte PCG ANC 2019-06. Le dossier, un dossier de normes internationales, un dossier d'IFRS et puis un dossier d'audit. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces parties tombe à l'examen. Vous avez un dossier pour chaque partie, généralement à l'examen. Depuis la dernière réforme du programme du DSCG sur l'UE4, donc la première session de cette nouvelle réforme c'était en 2020, vous avez la répartition suivante des points à l'examen. En moyenne, vous avez 8 points sur les comptes de groupe, la consolidation. Vous avez en moyenne 2 points sur les normes internationales, les IFRS, et vous avez 5 points et 5 points pour l'audit et les fusions restructurations. Quelle est ma stratégie à l'examen, mon conseil de traitement des dossiers, de chacun de ces dossiers-là à l'examen? Je vais vous donner ma stratégie pour un étudiant qui a bossé les 4 parties du programme. Ma stratégie, si vous avez bossé les 4 parties du programme, c'est de démarrer premièrement par le dossier d'audit. Le dossier d'audit est un dossier qui sera sur 5 points, qui doit durer normalement 1 heure sur les 4 heures dans l'épreuve et qui est principalement rédactionnel. Vous allez devoir donc rédiger, répondre à des questions de type cas pratique avec une présentation de la règle et une application au cas d'espèce. Sur une épreuve de 4 heures, l'aspect rédactionnel doit être privilégié en premier dans la mesure où c'est au début que vous êtes frais, c'est au début que vous pourrez produire de belles phrases, c'est au début que vous prendrez un peu de recul et que vous aurez le temps de bien rédiger les phrases. Généralement, le dossier d'audit, c'est un dossier où vous pouvez facilement récupérer les points. Donc ça serait dommage d'avoir un dossier qu'on doit normalement réaliser en 1 heure et de le faire à la fin de l'épreuve et en n'ayant que 30 minutes ou 40 minutes pour le réaliser. Pour toutes ces raisons-là, je vous recommande de faire l'audit en premier dossier. Dans un deuxième temps, je vous recommande de faire le dossier de fusion, restructuration, à faire dans la deuxième partie de l'épreuve. Ce dossier de restructuration, en fait, chaque année, on vous pose plus ou moins les mêmes questions. Reconnaître une situation de fusion, calculer une parité, déterminer la valeur des apports, effectuer votre analyse de la fusion, calculer un boni, calculer un mali, déterminer l'augmentation de capital, déterminer la prime de fusion, puis passer les écritures. En fait, on vous demande chaque année de plus ou moins tout le temps les mêmes questions. Donc, étant donné que vous êtes rassuré et que vous serez bien entraîné à réaliser toutes ces questions-là, vous pourrez aborder ce dossier de restructuration plus sereinement. Ce qui fait que, à l'issue de ces 2 premiers dossiers, audit et restructuration, on arrive à la moitié de l'épreuve, au bout de 2 heures, et vous êtes déjà sécurisé les 10 premiers points qui tomberont à l'épreuve. Le dossier à traiter dans un troisième temps, à mon sens, c'est le dossier de normes IFRS, un dossier qui est sur 2 points. C'est pas à traiter en premier parce que ça va vous mettre un pied dans les IFRS et quand vous allez rentrer dans la conso, vous serez sûrement sur une conso en IFRS, donc vous aurez déjà un pied dans une logique internationale, dans une logique IFRS. C'est à faire en premier avant la conso parce que c'est un dossier qui est généralement facile, qui comprend une question de cours et une question d'application écriture comptable. Vous avez une répartition, un point généralement sur des points de cours ou un point sur des questions d'écriture calcul. L'année dernière, vous aviez 2 points de cours
mais sinon les autres passés c'était 1 point, 1 point. Si vous abordez ce dossier-là en premier, ça vous permettra de sécuriser 12 points sur 20 au bout de 2h20 d'épreuve. Et vous entamez le dernier dossier, la conso, à la fin. C'est souvent très calculatoire, très peu rédactionnel, donc en termes de qualité d'écriture, on vous demandera pas de faire beaucoup de phrases, vous ne devrez pas forcément être attentif à l'orthographe à ce moment-là de l'épreuve, et vous pourrez vous concentrer sur l'aspect calculatoire, l'aspect analytique, l'aspect chiffre. Et souvent, si vous démarrez par le dossier de conso, vous pouvez très vite vous perdre et faire votre dossier de conso en 2h, 2h15, 2h20. Ça arrive qu'il y ait des candidats qui mettent pratiquement 2h30 à faire le dossier de conso, mais il n'est pas rémunéré sur 12 points, il est souvent rémunéré sur 8 points, donc ça doit normalement tenir en 1h30. Si vous le faites en dernier, eh bien, vous aurez déjà sécurisé tous les restes des points et vous pourrez aborder plus sereinement la fin de l'épreuve. Voici ma recommandation sur le déroulé de l'épreuve. Alors moi je suis totalement en phase avec Monsieur Clolus, cependant ceux qui n'ont pas pu bosser l'intégralité du programme, qui ont décidé de faire des impasses, comme je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui adorent la consolidation et qui bossent à moitié l'IFRS ou même pas du tout, qui bossent un tout petit peu l'audit durant le dernier mois de révision, et idem pour la fusion, n'hésitez pas, foncez tête baissée directement sur la consolidation. Une fois qu'on a fait un point sur la méthodologie, la stratégie à tenir sur les dossiers à faire en premier, eh bien on va passer maintenant sur le rapport du jury. Alors il faut savoir que le jury de 2023 a démissionné, donc on n'a pas de rapport du jury 2023 pour le DSCG, malheureusement. Donc on va s'appuyer sur les chiffres de 2022 qui nous seront un indicateur pour cette année. Donc voilà, on va s'appuyer sur des chiffres de N-1, N-2 pardon même, et donc on fera une impasse sur l'année précédente. Si on fait un focus sur l'UE4 en DSCG, sur les taux de réussite de l'UE4, on peut voir, sur les courbes oranges, on peut voir que ici le taux de réussite a du mal à dépasser 30% en UE4, et on peut voir aussi qu'il y avait une baisse significative en 2020, puisque ici avec le Covid, vous avez eu plus de difficultés à valider cette UE. Donc c'est une UE quand même qui est plutôt difficile, où le taux de réussite ne dépasse pas le plafond de verre de 30%, espérant que cette année on ait une performance différente, mais on aura une attention particulière sur cette UE qui est une UE vraiment difficile. On voit que sur l'UE4, on a 2000 candidats qui ont validé et qui ont été admis en UE4 sur 15 000 candidats au total, donc c'est quand même plutôt faible. Donc voilà, faites attention, cette UE c'est une UE difficile et c'est une UE qu'il faut prendre à bras le corps pour avoir toutes ses chances le jour de l'examen. Et on se dirige sur la partie qui nous intéresse, la méthodologie de réponse, les mises en forme et la stratégie à appliquer sur l'examen, le jour de l'épreuve, pour avoir toutes ses chances de réussite. On va commencer par un propos introductif global sur l'épreuve, rapidement de stratégie à mener, et on se focalisera sur les 4 parties du programme, l'audit, la fusion-acquisition, les IAS-IFRS et la consolidation pour clôturer. On attaque avec le propos introductif avec Monsieur Clolus. Outre la stratégie dans l'ordre dans lequel vous devez démarrer vos dossiers, quelques petites préconisations pour aborder l'épreuve du E4. Tout d'abord, vous avez 4 dossiers, donc vous devez remplir 4 copies doubles. À chaque démarrage de dossier, vous démarrez une nouvelle copie double. Donc vous prenez l'audit, vous démarrez avec une copie double. Si vous devez faire une 5e page sur l'audit, vous démarrez une autre feuille. Mais une fois que vous avez fini l'audit, vous démarrez votre nouveau dossier sur une nouvelle copie double. Donc vous allez avoir au minimum 4 copies doubles à l'examen. Autre point, donc vous démarrez les dossiers soit dans l'ordre que je vous ai préconisé, soit dans l'ordre souhaité selon la recommandation de M. Mallet. Dans tous les cas, quand vous traitez un dossier, vous répondez aux questions dans l'ordre. Vous commencez par le dossier d'audit, il y a 10 questions, vous faites question 1, puis question 2, puis question 3, puis question 4, en suivant jusqu'à la question 10. Si vous ne savez pas répondre à la question numéro 3, vous faites la 1, la 2, vous laissez une demi-page, et après vous traitez la 4, la 5, la 6, la 7. Ok ? En tant que correcteur à l'examen, les seules sources de distorsion que j'ai avec mon binôme de correction, c'est quand un candidat ne traite pas les questions dans l'ordre et répond dans le dossier d'audit question 1, 2, 3, 4 et oublie la 5, 6 et après fait la 8, 9, etc. Et que les questions loupées, elles se retrouvent 3, 4, 5 pages plus loin.
et elle se retrouve des fois au milieu d'un dossier de fusion ou au milieu du dossier d'IFRS. Et l'année dernière, eh bien, j'avais 5 sources de distorsion avec ma binôme. Elle n'avait pas vu que le candidat traitait les questions plus loin, et moi je l'avais fait attention, donc on a pu rectifier le point, mais partez pas du principe que tous les correcteurs sont aussi diligents que moi. Vous avez beaucoup de correcteurs qui ne font pas attention à ce de questions traitées post-dossier en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des correcteurs corrigent dossier par dossier, et c'est notamment ce que je fais. Moi, je corrige d'abord tous les dossiers d'audit de mes 70 copies, puis tout le dossier de fusion des 70 copies, puis tout le dossier d'IFRS des 70 copies, puis tout le dossier de conso des 70 copies. Ce qui fait que si vous avez répondu à des questions plus loin, c'est beaucoup plus difficilement analysable, regardable, et puis du coup, la plupart des correcteurs, vous mettrez 0 question. Donc vous faites une copie double par dossier, et vous traitez les questions dans l'ordre. À la fin de l'épreuve, vous paginez dans le même ordre que le sujet. Je sais que vous traitez le dossier d'audit à la fin, mais si c'est le dossier numéro 4, vous le rendez en dernier. C'est pour ça que la pagination, vous la faites qu'à la fin. Concernant maintenant la réponse aux questions. Pour le dossier d'audit, il faudra répondre en droit et en fait. Pour le dossier de conso, vous devez structurer vos réponses en 3 parties pour les retraitements par exemple. Essayez un maximum dans chacune de vos questions, que ce soit dans les 4 dossiers, de bien structurer vos réponses. Évitez les gros pavés où vous mettez votre règle de droit et votre réponse au cas d'espèce au même moment. Vous faites 2 paragraphes distincts. Si on vous demande d'énumérer une liste de conditions, que ce soit en IFRS, ou que ce soit en conso, que ce soit en fusion ou en audit, par exemple, c'est quoi les 5 étapes de l'IFRS 15, c'est quoi les conditions pour accepter un mandat pour le commissaire aux comptes, c'est quoi les règles qui encadrent la dépréciation du goodwill. Si vous avez plusieurs règles, vous énumérez et vous faites des tirets, différents tirets, tiret 1, tiret 2, tiret 3, tiret 4. Parce que le jour de l'examen, vous avez souvent un corrigé qui va vous présenter 10 idées et on en attend du candidat que 3 ou 4 idées. Si vous structurez votre réponse en montrant 4 paragraphes, en montrant 4 tirets, en montrant 4 idées, eh bien ça permettra de draguer le correcteur et de montrer au correcteur que vous avez une réponse structurée et que vous avez mis 4 items. Il est attendu dans le corrigé 4 items, vous avez mis 4 items, vous invitez votre correcteur à vous mettre tous les points sur la question. Donc il est important de bien structurer vos réponses. Si vous faites des gros pavés où il y a tout en même temps, déjà vous allez faire trop de phrases, vous allez faire des fautes d'orthographe et il sera difficile de vous suivre. Donc si vous êtes structuré, rapide, concis, avec des tirets ou des bullet points, vous êtes plus efficace, vous gagnez plus de temps, vous faites moins de fautes d'orthographe, vous avez plus de chances d'avoir les points. Ça ne présente que des avantages. Si vous pouvez structurer vos réponses sous forme de tableau, c'est à privilégier. Les retraitements conso, ça sera forcément sous forme de tableau, mais même dans un dossier d'audit, essayez de présenter sous forme de tableau. Par exemple, si vous avez les seuils qui tombent, au lieu de dire les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes dans une société, c'est tant, les seuils dans une filiale contrôlée, c'est tant, les seuils au cas d'espèce, c'est tant, qui vous obligent à écrire 3 fois bilan, 3 fois compte de résultat, 3 fois effectif, eh bien faites un tableau. Un tableau, vous présentez dans une première colonne bilan, chiffre d'affaires, effectif, une colonne où vous mettez seuil d'une société commerciale, 4, 8, 50, les seuils d'une filiale contrôlée, 2, 4, 25, et les seuils de votre cas d'espèce avec une dernière colonne, dépasse, dépasse pas, dépasse. Vous voyez qu'ici, vous faites un tableau de synthèse qui va vous permettre de gagner un maximum de temps, qui vous évite de faire des fautes d'orthographe et qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et moi, je vous garantis, en tant que correcteur officiel, si je vois un tableau de synthèse, je me dis, le candidat a pris le recul nécessaire pour mettre en avant tous les points clés, je vais lui mettre tous les points facilement. J'ai pas à lire des phrases, j'ai pas à déchiffrer des hiéroglyphes, parce que vous écrivez souvent très mal. Est-ce que, Monsieur Mallet, vous avez des recommandations en termes de mise en forme et de structuration des réponses ? Alors petite attention, vous avez bien entendu Monsieur Clolus, il a parlé des seuils concernant les filiales 2, 4, 25. Vous voyez bien en fait, vous avez vu sûrement avec la mise à jour des seuils, maintenant c'est 2,5, 5 et 25. Mais pour le dossier complet, vous allez avoir donc des exercices clôturés en 2023, fin 2023, et non pas fin 2024. Donc vous devez bien prendre les seuils applicables au 1er janvier 2023. Et non au 1er janvier 2024. Petite attention aussi, lorsque vous allez commencer à lire votre copie, moi je vous conseille d'attendre à peu près 20 minutes, parce que généralement on vous
distribue 2 copies doubles, comme M. Clolis l'a dit, vous allez avoir besoin de 4 copies doubles. Sachant que tout le monde finit à peu près en même temps les mêmes dossiers, donc vous allez avoir des mains qui vont se lever très rapidement, vous allez avoir des embouteillages pour récupérer les copies doubles. Donc n'hésitez pas, moi ce que je faisais en tant qu'étudiant, j'avais 2 copies doubles, j'attends à peu près 20 minutes et je me dis là, je lève ma main et je demande 2 autres copies doubles. Comme ça, je sais que je les ai et c'est parfait. Je suis tranquille pour mon épreuve, j'aurai pas des embouteillages, je vais pas perdre du temps et je vais pas stresser. Merci messieurs pour ces recommandations. Je clôturerai avec un extrait du jury de 2022, puisque souvent on remarque que les étudiants osent, et je dis bien osent encore, faire des tableaux sans règles. Et ça, c'est quelque chose qui doit être partagé par l'ensemble de mes confrères et collègues, puisque beaucoup d'étudiants en DSCG encore tracent des traits sans règles. C'est-à-dire à la main. Et je vais vous lire l'extrait, puisque le rapport du jury 2022 était plutôt sévère sur ce point-là. Il semble surprenant de devoir rappeler à un niveau Bac+5 qu'il importe de se munir d'une règle pour cette épreuve afin de tracer des traits, de séparer clairement les libellés et les sommes qui vont au débit et au crédit. Je sais que vous n'avez pas le temps, je sais que vous souhaitez éviter de vous casser trop la tête sur certains points qui semblent pas importants. Je vous garantis que pour un correcteur, ça fait la différence. Une copie qui est bien tracée et qui est bien présentée fait la différence. On doit corriger des copies qui sont des fois, excusez-moi du terme, mais dégueulasses. Je vous conseille de tracer des traits avec une règle. Si vous n'avez pas de règle, prenez-moi votre passe Navigo, prenez-moi n'importe quoi, mais il faut tracer des règles, des traits avec une règle, c'est le strict minimum. J'ai envie de dire, le rapport du jury le rappelle très bien. À un niveau Bac+5, devoir rappeler qu'il faut être lisible et propre, vous comprenez que ici c'est important et ça fera la différence. Et on va passer sur ces derniers mots justement sur les focus des 4 parties, puisqu'on va commencer avec le premier focus, notamment sur l'audit et les 15 questions types en audit. Alors, je n'ai pas forcément de pronostic précis pour cette épreuve de 2024 en termes de dossier d'audit. Je vous ai recensé ici les 15 questions types qui tombent souvent à l'examen et sur lesquelles vous pourriez bosser de manière individuelle avant l'épreuve afin de préparer l'examen. Premier type de question, premier poste, c'est la nomination du commissaire aux comptes. Ici, vous avez plusieurs cas de nomination à avoir bien en tête. La nomination légale quand on dépasse les seuils, la nomination facultative ou volontaire quand on est inférieur au seuil, ou la nomination judiciaire quand c'est par le juge du tribunal de commerce. Donc à maîtriser bien les seuils de nomination classiques pour une société commerciale. Ne pas oublier que pour une filiale contrôlée, ce sont les seuils divisés par 2. Pour les EIP, c'est obligatoire, peu importe des agrégats qu'on dépasserait. Pour les comptes conso, c'est une nomination de 2 commissaires aux comptes. Pour les associations, des seuils spécifiques ou alors le 153 000 de subventions publiques ou de dons ouvrant droit à déduction fiscale. La volontaire, c'est soit la demande de 30% des actionnaires ou des associés, soit la mission ALP. Dans les deux cas, on est sur un mandat de 3 exercices. Et toujours qui gravite autour de la question de la nomination, la durée du mandat, 6 exercices. Est-ce qu'on peut renouveler ad vitam aeternam? Ça va dépendre de si on est une EIP ou une non-EIP. Et quand prend la fin du mandat ou quand démarre le mandat. Deuxième point, deuxième question qui tombe aussi régulièrement, c'est la fin du mandat, notamment avec les cas de démission, les 4 motifs légitimes de démission, la récusation, la révocation, ce genre de choses tombe aussi à l'examen. Troisième type de question, vous allez avoir les conditions d'acceptation d'une SAC ou alors d'une prestation. Ici, vous savez, c'est notre fameux arbre. Est-ce qu'on est dans une EIP ou dans une non-EIP? Si on est dans une EIP, il y a 18 SAC interdites. Il faut demander l'avis du comité d'audit. Si on est dans une non-EIP, il faut se poser la question de est-ce qu'on a un problème d'indépendance ou est-ce qu'on va créer une situation d'autorévision? Donc là, tous les sujets vous évoquent, est-ce que le commissaire aux comptes peut réaliser des procédures de contrôle interne pour le client? Hop, on met en œuvre notre arbre. Est-ce que le commissaire aux comptes peut évaluer l'entreprise, être commissaire aux apports ou commissaire à la fusion? Hop, on met notre arbre. Et donc, c'est pas possible dans ce cas d'espèce. Vous avez au moins chaque année l'un de ces 3 comportements du commissaire aux comptes qui intervient et qui est sollicité. Premier comportement qui pourrait tomber à l'examen, si le commissaire aux comptes a un soupçon de cas de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme, il doit réaliser ce qu'on appelle une déclaration auprès de Tracfin. Déclaration de soupçon. Dans un dossier, ça pourrait très bien être sollicité en le commissaire aux comptes voit des montants anormaux d'argent en liquide. Quel doit être le comportement du commissaire aux comptes? Autre comportement, c'est
Autre événement qui nécessite une intervention du commissaire aux comptes, s'il y a des faits délictueux, le commissaire aux comptes doit révéler ces faits délictueux auprès du procureur de la République. Ici, pas un soupçon de blanchiment, mais par exemple un fait avéré de blanchiment. Il devra donc faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin et une révélation de faits délictueux auprès du procureur de la République. On pourrait avoir aussi un abus de bien social. L'abus de bien social, ce n'est pas du blanchiment d'argent, donc il fera une révélation de faits délictueux auprès du procureur de la République. Et la troisième situation, c'est s'il identifie des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il devra lancer sa procédure d'alerte. Donc vous voyez bien ici, l'une de ces trois situations est susceptible de tomber à l'examen. Attention, vous confondez souvent révélation de faits délictueux et procédure d'alerte. Dans la deuxième thématique du programme, vous avez deux principes déontologiques qui tombent régulièrement à l'examen. L'indépendance, je vous invite à reprendre la vidéo sur l'indépendance et de maîtriser parfaitement les 14 items clés de la définition de l'indépendance dans l'article 5 du code de déontologie du commissaire aux comptes pour répondre à l'intégralité des questions. Deuxième principe déontologique qui tombe, c'est le secret professionnel. Pareil, je vous invite à reprendre la vidéo, vous avez une méthodologie de réponse à toutes les questions sur le secret professionnel. Est-ce que le commissaire aux comptes peut communiquer des informations au procureur de la République? Est-ce que le commissaire aux comptes peut communiquer des informations au successeur? Est-ce que le commissaire aux comptes peut communiquer des informations à un client ou à un fournisseur? Là, vous avez une méthodologie de réponse. Le commissaire aux comptes est astreint au secret professionnel. Il ne révèle les éléments qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. Et là, vous avez une liste de personnes légalement qualifiées. Autre sujet, et là, je mise vraiment sur cette question cette année, le sujet des objectifs d'audit et assertion. Depuis la réforme du DSCG, vous avez eu 4 années d'épreuves. Il y a eu 2 fois la question des objectifs d'audit ou des assertions en audit. L'année dernière, ce n'est pas tombé. Je pense que cette année, on va vous demander quels sont les principaux objectifs d'audit ou quelles sont les principales assertions d'un poste. Je vous renvoie à la vidéo dédiée. On n'oublie pas que pour un poste d'actif, l'assertion principale qu'il faudra mettre en numéro 1, c'est l'existence, et que pour un poste de passif, l'assertion numéro 1 à mettre en premier dans votre réponse, dans votre copie, c'est l'exhaustivité. Les questions qui tombent souvent sur la mission d'audit, c'est les questions qui a trait aux différents livrables. La lettre de mission, le plan de mission, le programme de travail, la note de synthèse. Il faut connaître la définition de chacun de ces livrables et il faut connaître les éléments type qu'on met à l'intérieur. Question qui serait susceptible de tomber, qui n'est pas tombée depuis longtemps, c'est les risques et les seuils. C'est la décomposition du risque d'audit en risque d'anomalie significative, risque de non-détection, et le RAS, risque d'anomalie significative, se décompose en risque inhérent, risque lié au contrôle. Et on a un seuil de signification qui permet d'appréhender le risque d'anomalie significative et un seuil de planification qui permet d'appréhender le risque de non-détection. Ça fait un moment que c'est pas tombé. Je pense que cette année, vous pourriez avoir des questions là-dessus. Vous pourriez tomber à l'examen sur l'un des travaux de fin de mission. La supervision des travaux, le recensement des événements post-clôture, la revue croisée, la revue indépendante et un cas important aussi, le pointage des états financiers, notamment avec le pointage de l'annexe, et la rédaction, la production du rapport sur les conventions réglementées. Question qui va aussi tomber, qui est tombée 2 fois depuis le début du DSCG, qui n'est pas tombée l'année dernière, c'est les opinions du commissaire aux comptes, les 4 opinions du commissaire aux comptes, et savoir laquelle adapter au cas d'espèce. Là, je vous invite vraiment à reprendre la vidéo que j'ai faite sur les opinions du commissaire aux comptes. Vous avez l'ensemble des situations qui peuvent se présenter. Ça serait dommage de passer à côté des points sur cette question. Une question qui pourrait tomber et qui tombe régulièrement, c'est soit le plan du rapport sur les comptes annuels ou comptes conso, le plan du rapport du commissaire aux comptes, soit de savoir l'utiliser l'une de ces paragraphes, l'un des paragraphes du rapport du commissaire aux comptes. S'il y a un changement de méthode comptable, c'est une observation à faire. S'il y a un élément significatif dans les comptes qui est sujet à beaucoup d'estimations comptables, hop, une justification des appréciations. Dans quel paragraphe on mentionne que le commissaire aux comptes n'audite pas tout et qu'il a une obligation de moyens, hop, responsabilité du commissaire aux comptes. Pareil, la vidéo, elle explique pas à pas les éléments essentiels du rapport du commissaire aux comptes. Vous devez maîtriser aussi les 8 techniques d'audit. Et alors là, il faut connaître par cœur sur le bout de doigt le nom exact des 8 techniques d'audit. On vous demande très souvent de savoir reconnaître, de savoir citer ou de savoir définir les 8 techniques d'audit. Attention, ne partez pas du principe que l'inventaire est une technique d'audit. C'est l'inspection d'actifs corporels, la technique d'audit. Et l'inventaire, c'est un exemple d'inspection d'actifs corporels. Là, il y a 8 techniques d'audit qui sont citées dans l'ANEP 500. Il faut connaître exactement le nom officiel de ces 8 techniques d'audit. Dans la dernière technique d'audit, on a la revue analytique. Il y a 4 niveaux de revue analytique. Ces 4 niveaux sont à bien maîtriser. Vous avez la circularisation qui tombe
pratiquement chaque année. Dernière, on vous a demandé dans la circu de savoir quels étaient l'objectif et la définition de la circularisation et quelles étaient les principales étapes clés de la circularisation. Si ça tombe cette année, on va vous demander de sélectionner des tiers à circulariser, soit des clients, soit des fournisseurs. Attention là-dessus, les clients et les fournisseurs n'ayant pas le même objectif d'audit, il y en a un qui est placé à l'actif, l'autre qui est passé au passif, la même assertion, les critères de sélection ne sont pas les mêmes. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la circularisation qui reprend pas à pas les critères de sélection des clients et les critères de sélection des fournisseurs. Et enfin, étant donné que c'est un sujet d'actualité, c'est jamais tombé à l'examen, mais c'est un sujet d'actualité, l'audit durabilité est inscrite au programme parce que c'est une nouvelle mission depuis le 9 décembre 2023. L'inscription de l'ordonnance sur la CSRD dans le journal officiel français, en droit français, a été fait le 9 décembre 2023. Vous pourriez très bien avoir une question sur la durabilité. Quel est l'objectif du reporting durabilité? Quels sont les seuils du reporting durabilité? Donc c'est les seuils d'une grande entreprise. Quelles sont les normes à respecter en audit de durabilité, donc les ESRS, de donner un exemple de ce qu'on va mettre dans le reporting de durabilité, par exemple le budget carbone, d'indiquer que le périmètre de la durabilité, c'est la chaîne de valeur et non pas le périmètre comme en consolidation, et puis le principe de la double matérialité, et enfin le niveau d'assurance de la durabilité. L'audit légal, ça sera une assurance raisonnable, mais l'audit durabilité, pour l'instant on est dans les balbutiements, dans le début de l'audit durabilité, ça sera une assurance modérée. Et enfin, qui sont les deux auditeurs durabilité? Les commissaires aux comptes et les OTI. Tout ça, je l'ai indiqué dans la vidéo numéro 2 dans le chapitre 1, et vous avez 2.0 en compta, un poly exhaustif sur la durabilité. Merci Monsieur Clolus pour ces indications et les 15 questions types que vous pouvez avoir à l'audit. On passe maintenant à la deuxième partie, la fusion-acquisition et les pronostics ou en tout cas sentiments des sujets que l'on risque d'avoir, qui va être présenté par Monsieur Mallet, puis un point d'actualité qui sera présenté par Monsieur Clolus. Alors moi je m'attends pour le sujet de cette année à une fusion-renonciation, notamment et plus particulièrement avec le traitement d'un Mali. Un Mali technique avec une affectation, donc soit l'affectation au prorata des plus-values latentes, soit une affectation avec un résiduel qu'on va mettre en fonds commercial. Ensuite, une ou deux questions, notamment sur le traitement du Mali technique amortissable, lié à un bien amortissable, et ou pourquoi pas une dépréciation aussi sur un terrain ou sur des titres. Et ensuite le traitement peut-être sur la cession de ce bien. Il faudra bien prendre en compte lors de la cession le Mali technique, il faudra le sortir lors de votre écriture comptable. Et enfin, une question sur le traitement des écritures comptables liées à une période intercalaire, notamment sur un dividende intragroupe, ou encore une perte subie durant cette période intercalaire. Je partage les mêmes pronostics que M. Mallet. Je voulais aussi vous parler d'un fait d'actualité qui pourrait faire l'objet d'un sous-dossier. En 2021, c'était la dernière année où vous aviez eu une fusion-renonciation, vous aviez une deuxième sous-partie avec un fait d'actualité, un règlement ANC qui venait de sortir sur le cas du contrôle conjoint, et vous aviez des questions avec une mise en situation et le texte applicable, donc un extrait du règlement de fusion qui traitait de ce sujet-là. J'ai identifié au cours de cette année un règlement de fusion qui est sorti fin 2023 et qui pourrait faire l'objet d'une question à l'examen. Donc on pourrait vous mettre en situation et vous donner le texte et de savoir un peu appliquer le texte au cas d'espèce. Fin novembre 2023, vous avez le règlement ANC 2023-08, donc le règlement qui est sorti par l'autorité norme comptable, qui parle du cas suivant. On vous dit, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent, dans le cas où l'opération correspond à l'absorption par une entité d'une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100%. Donc là, quand on est dans le cas d'une TUP, il n'y a pas d'augmentation capitale, il n'y a pas de création de nouvelles parts, on a renoncé à 100% de la création des parts. Ça, vous êtes tous au courant, c'est la base de la fusion. Deuxièmement, on vous dit, pour les opérations dans lesquelles les titres de l'entité absorbante et de l'entité absorbée sont détenus en totalité par une même entité. Si la mère détient 100% de la filiale et de la fille, il n'y aura pas de création de titre derrière. Et enfin, c'est le dernier cas, quand les sociétés qui fusionnent sont détenues par les mêmes associés et dans les mêmes proportions, ces proportions devront pour cela être conservées à l'issue de la fusion. Donc ici, c'est ce dernier bullet point, ce dernier point qui est neuf, et je verrai bien un sujet où on vous met une situation et on vous demande d'appliquer, en mettant ce texte-là, le cas d'espèce.
Là, on vous met en situation. En haut du sujet, vous avez une mise en situation et pose la question suivante. En vous aidant d'un schéma représentant les relations de capital entre ces sociétés, indiquez les modalités d'augmentation de capital liées à cette fusion. Donc ici, vous avez une mise en situation, un texte et il faut répondre à la question. Le piège, c'est d'oublier la question en cours de route et d'appliquer que le texte au cas d'espèce sans oublier la question. Ce sujet-là, vous pourrez le retrouver sur le site Zéro en compta, vous pourrez le télécharger et pouvoir le refaire chez vous. Je vous présente juste les éléments clés du corrigé. La situation, c'était la suivante dans le sujet. Vous avez la société Dragon qui va absorber la société Trône. Ces deux sociétés-là sont détenues par les mêmes associés dans les mêmes proportions. Vous avez Rhaenyra qui détient 55% de Trône et 55% de Dragon. Et vous avez Aegon qui détient 45% de Trône et 45% de Dragon. À la fin de la fusion, les mêmes proportions seront conservées. Normalement, dans une fusion classique, vous devez donner aux actionnaires de Trône des nouvelles parts de Dragon. Donc Dragon devrait procéder à une augmentation de capital et à la création de titres. Ici, on rentre dans l'une de ces nouvelles exceptions et donc il faut l'appliquer au cas d'espèce. Donc ici, la méthodologie de réponse à la question, on vous rappelez le texte qui vous indique que si les sociétés participant à l'opération de fusion sont détenues par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions, il n'est pas procédé à un échange de titres. Vous appliquez au cas d'espèce, vous montrez que les deux sociétés prenantes de la fusion sont détenues par Rhaenyra et par Aegon dans les mêmes proportions, et vous répondez à la question, vous faites l'application au cas d'espèce. Par conséquent, les actions Trône détenues par Rhaenyra et Aegon ne seront pas échangées contre des actions Dragon. Ici, on dit qu'il n'y aura pas d'échange de titres, c'est ce qui est indiqué dans le texte, mais on n'oublie pas que la question, c'est pas de dire est-ce qu'il va y avoir un nombre de titres ou non, la question c'est quelles sont les modalités d'augmentation de capital. S'il y a 0 échange de titres, on répond strictement à la question. Il n'y aura donc aucune augmentation de capital dans le cadre de cette fusion. Ce texte étant nouveau, il pourrait faire l'objet d'une question par compétence en vous donnant tous les éléments et ce sera à vous de savoir bien l'appliquer. Merci pour ces précisions sur la fusion-acquisition et maintenant on va se concentrer sur les IFRS et faire un focus sur l'IAS 19 et l'IFRS 15. Focus sur les IFRS. Même si ces 2 points, ça serait dommage de passer à côté de ce dossier-là qui est souvent très facile et qui vous permettrait de sécuriser ces 2 points à l'examen. Prenons le programme, redescendons ensemble le programme de l'IFRS. Premièrement au programme, vous avez le cadre conceptuel et l'aspect normatif qui est au programme. La question que je verrai bien sur cette thématique, c'est est-ce que l'ISB produit uniquement des normes d'information financière? Est-ce que ça produit que des IFRS? Ici, l'ISB, elle produit aussi des interprétations qu'on appelle des IFRIC et elle produit aussi des normes de durabilité, des ISSB. Et là, vous comprenez pour qui on pourrait tomber. En fait, ces ISSB, ces normes de durabilité produites par le même normalisateur que les IFRS, eh bien, ces ISSB ne sont pas appliquées en Europe. En Europe, on applique les ESRS de la Commission européenne, de l'EFRAG. En fait, vous avez les IFRS qui sont appliqués en France pour les normes financières, mais pour les normes de durabilité, on n'applique pas que ce que produit l'ISB, on applique ce que produit l'EFRAG, l'Europe. Sur la deuxième partie du programme, vous avez l'IAS 1, les états financiers. Donc, il faut connaître les 5 types d'états financiers. Moi, je vous recommande de bien bosser aussi cette norme-là. Il pourrait y avoir une petite question, car vous avez en ce moment, en actualité, l'IFRS 18 sur les nouveaux états financiers qui est en cours de publication. C'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux entre personnes qui appliquent les IFRS. C'est un sujet d'actualité qui vient supprimer l'IAS 1. Donc, c'est un thème à la mode. Si vous avez un concepteur de sujet qui a regardé un peu l'actualité, il a vu que l'état financier pouvait tomber. Donc là-dessus, quelle question vous pourriez avoir? Sur le bilan, il pourrait très bien y avoir une question sur le classement entre actifs courants, actifs non courants, passifs courants, passifs non courants. Donc vous avez 4 critères pour savoir si c'est courant. Si c'est pas ces 4 critères, c'est du non courant. Donc je vous invite à regarder ce sujet-là. Pour le compte de résultat, on n'oublie pas qu'on présente 2 états distincts, un état du résultat net et puis les autres éléments du résultat net, les OCI. Et puis après, il faut connaître la liste des 5 états financiers qu'on a dans un jeu complet d'états financiers en normes IFRS. Vous avez aussi au programme les normes de conso. Les normes de conso, là, moi, je vous renvoie à votre cours de consolidation. Et après, le programme d'IFRS vous dit que vous devez maîtriser les principales différences entre le PCG, règle française, et les IFRS, règle internationale. Et là, je vous propose qu'on les redescende toutes celles qui sont au programme et pour vous dire que il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de choses qui sont susceptibles de tomber. Les IMO corporels, IAS 16, vous avez les mêmes règles d'évaluation en PCG et en IFRS. Juste en IFRS, vous n'avez pas 2 choix possibles, vous avez souvent qu'un seul choix possible. Vous avez le modèle de la juste valeur qui pourrait être questionné et qui est déjà tombé à l'examen. Vous avez la deuxième norme,
Les normes incorporelles, là, pas ou peu de différence avec les règles françaises. Vous avez les 6 critères de frais de développement en IFRS qui sont identiques aux 6 critères en normes françaises. Donc pour moi, il n'y a pas de différence notoire entre le PCG et les IFRS. C'est pas forcément un sujet qui serait susceptible de tomber. Pourquoi pas dans votre dossier de conso, mais en tout cas, pas forcément dans le dossier d'IFRS. Troisième poste, dépréciation d'actifs. Ici, on a des choses qui sont différentes, on a des modifications significatives, on a un vocabulaire précis sur le test de dépréciation qui diffère de celui des tests de dépréciation d'actifs en normes françaises. Et vous avez la notion d'UGT en IAS 36. Tout ça, ça a déjà fait l'objet d'un dossier en 2020. Vous avez aussi le contrat de location IFRS 16. Ça, vous avez des modifications significatives entre le traitement en PCG et en IFRS. À mon sens, très peu de chances que ça tombe cette année. Vous avez, ça a fait l'objet d'un dossier complet d'IFRS en 2021 et c'était le principal retraitement dans le dossier de conso de l'année dernière qui était sur 10 points sur 100. Autre norme au programme, les immeubles de placement. Vous avez ici des modifications significatives entre le PCG et les IFRS. La notion d'immeuble de placement n'existe pas en PCG. C'était votre sujet de 2023, l'année dernière. Les instruments financiers, ici modifications significatives, on ne parle pas de titre de participation, de TIAP, de VMP, on parle d'instruments financiers, on parle d'actifs financiers, de passifs financiers qui ont un classement complètement différent. C'était votre sujet de 2022. Vous avez les 3 dernières normes qui ne sont jamais tombées. Provision, IAS 37, excepté l'actualisation, il n'y a pas de modification avec le PCG. Donc vous avez des problématiques certes complexes sur les provisions, mais les problématiques d'IFRS sur une provision pour restructuration, sur une provision pour remise en état, sont les mêmes problématiques qu'en PCG. Donc à part l'actualisation, il n'y a pas ou peu de différence avec une épreuve du 10 du DCG. Vous avez 2 autres normes, les avantages du personnel et la reconnaissance du revenu. Ici, vous avez des modifications significatives entre le PCG et les IFRS. Et si on devait émettre un pronostic, ça serait l'une de ces 2 normes-là qui serait le plus susceptible de tomber à l'examen. Là-dessus, je vous invite à reprendre les 2 vidéos qu'on a réalisées sur ces postes-là. Pour la reconnaissance du revenu, la question de cours qui pourrait tomber, ça sera les 5 étapes de l'IFRS 15, de la reconnaissance du chiffre d'affaires. Et vous pourriez avoir une petite question d'allocation du prix de transaction sur les différentes obligations de prestation. Pour l'avantage au personnel, la question de cours qui pourrait tomber, c'est de définir un avantage du personnel, de donner la classification des 3 types d'avantages du personnel qui existent en donnant un exemple à chaque fois. L'année dernière, pour les immeubles de placement, on vous a demandé de définir un immeuble de placement et de donner un exemple. Je pense que pour l'avantage au personnel, vous pourriez avoir la même chose. Et puis d'avoir les spécificités de la comptabilisation de la PIDR en IFR. Merci Monsieur Clolus pour cette étape sur les IAS-IFRS et le focus sur l'IAS 19 et l'IFRS 15. Vous l'avez compris, à l'examen, il y a de fortes chances que l'IAS 19 tombe et l'IFRS 15 tombe. C'est le pronostic qu'on vous propose. Donc on vous conseille fortement de travailler au moins ces 2 notions-là. Maintenant, on va pouvoir se diriger sur la dernière partie, notamment la consolidation, le gros du morceau, qui va nous être présenté par Monsieur Mallet, et notamment les 4 dossiers types que vous pouvez avoir en consolidation. Comme nous l'a dit Monsieur Mouadible, on va avoir donc un dossier de consolidation qui sera scindé en 4 parties. Une première partie sur le périmètre de consolidation et sur le référentiel de consolidation. On aura toujours une petite question sur le référentiel. Quels sont les référentiels de consolidation à appliquer et quel est le référentiel qu'on va devoir appliquer pour les comptes individuels. Généralement, à l'examen, c'est à peu près 0,5 points pour cette question. Ensuite, on va avoir donc le périmètre de consolidation. Pour toutes les années, on s'attend que vous répondiez sous forme de tableau avec les éléments suivants. Dans un premier temps, une première colonne avec la société, ensuite le pourcentage de consolidation appliqué, la nature de consolidation, ensuite la méthode de consolidation et enfin le pourcentage d'intérêt et le pourcentage des participations ne donnant pas le contrôle. Faites attention, c'est la ligne entière qui est notée, donc c'est 1 point généralement par ligne, 1 point sur 100. Okay. Généralement, la plupart des étudiants, vous avez du mal concernant le pourcentage des participations ne donnant pas le contrôle. Donc, révisez bien ce pourcentage, puisque si vous avez faux, c'est toute votre ligne qui est fausse. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps à ficher comment déterminer le pourcentage des PNDPC. Pour cette partie, généralement, on attribue 1,25, 1,5. Donc, c'est quand même quelque chose. Vous allez généralement passer 20 minutes, donc 20 minutes, 1,5 points. Il faut les prendre. Et enfin, la présentation des calculs ici, pour cet exercice, elle n'est pas requise.
N'essayez pas de faire 50 renvois en dessous de votre tableau, ça ne sert à rien. De toute façon, vous êtes noté par ligne, soit vous avez juste, soit vous avez faute de toute façon. Donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps à écrire tous vos calculs. Par contre, lorsque vous vous entraînez, c'est très important, dans un premier temps, de faire le calcul sur votre brouillon et ensuite de taper à la calculatrice. Ça évite les erreurs. Dans une seconde partie, on vous interrogera sur les retraitements de consolidation. Généralement, avec vos professeurs, on sépare pré-retraitement et homogénéisation avec les éliminations des opérations internes. À l'examen, généralement, il regroupe les éliminations des opérations internes avec les opérations d'homogénéisation. Donc ne soyez pas perturbés. C'est à vous de détecter par rapport à ce que vous avez appris, quelle est la partie qui est consacrée finalement aux opérations internes et quelle est la partie qui est consacrée aux opérations d'homogénéisation. Pour répondre à cette question, je vous conseille, de toute façon c'est maintenant à l'examen depuis 2020, on vous guide. On vous dit littéralement, mot pour mot, dans un premier temps, justifier les écritures comptables, donc justifier à l'aide des référentiels conso et des référentiels des comptes individuels. Dans un second temps, de justifier vos calculs et toujours sous forme de tableau. Toujours et toujours sous forme de tableau. C'est recommandé, c'est plus facile pour le correcteur de corriger. Et enfin, vous pouvez enregistrer l'écriture comptable. Il y a pas mal d'étudiants qui ont l'habitude de se dire « c'est bon, je maîtrise, je vais directement passer l'écriture comptable, comme ça j'irai plus vite. Et si j'ai juste, j'aurai tous les points. » Alors que pas du tout. On vous a donné une démarche, justifier, calculer, enregistrer. Donc il faut l'appliquer. La justification et le calcul, donc l'analyse de cette écriture, généralement c'est 60% des points, tandis que l'enregistrement c'est 40%. Sur une question par exemple où vous avez le crédit bail, vous avez 10 points sur 100 bien sûr, ça équivaut à peu près à 2 points pour l'examen, pour une écriture de crédit bail, une écriture complexe. Vous allez avoir 6 points qui est attribué, donc 6 points sur 100, donc à peu près 1,25 points, juste pour justifier et calculer. Et ensuite vous avez 0,75 pour l'écriture. Donc il vaut mieux encore de justifier, de calculer et de laisser tomber l'écriture si vous avez du mal. Au moins vous avez déjà 60% des points. Vous allez toujours chaque année avoir un retraitement complexe. Si vous voyez, par exemple cette année, comme on l'avait pronostiqué, un emprunt obligataire, si vous ne maîtrisez pas l'emprunt obligataire, là où il vous reste à peu près 10 jours, laissez tomber, ça sert à rien, vous allez perdre du temps, c'est pas grave, au moins justifiez, calculez et laissez tomber l'écriture si c'est trop compliqué pour vous. Comme ça, vous allez gratter quelques points, mais vous ne perdez pas du temps. Si vous ne savez pas répondre à une question, ou si la question elle est beaucoup trop complexe à répondre, ou elle demande beaucoup trop de réflexion, laissez tomber. Ou laissez au moins un espace sur votre copie et passez à une autre question. Et vous reviendrez uniquement si vous avez du temps, bien sûr. Troisième partie concernant l'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation. Et vous allez dans la plupart du temps être questionné sur le référentiel IFRS, donc le calcul d'un goodwill. Généralement à peu près 3 questions, 3 étapes. On vous demande de justifier la valeur des actifs et passifs identifiables, ensuite de calculer le goodwill, dans un second temps d'enregistrer les écritures comptables, et enfin peut-être cette année une petite question sur la différence entre le traitement comptable d'un goodwill et le traitement comptable d'un écart d'acquisition. J'ai pas fini. On a l'habitude de s'attendre à un goodwill complet à l'examen, avec une valorisation des participations ne donnant pas le contrôle. Depuis quelques années, on vous interroge plus particulièrement sur une extrapolation en fait du coût d'acquisition et avec l'application d'une décote généralement de 5%. Peut-être cette année, vous allez tomber sur une valorisation avec la capitalisation boursière. Donc ne négligez pas la deuxième hypothèse de valorisation. Alors je vous ai fait un petit tableau ici récapitulatif des différences entre le référentiel ANC 2001 et IFRS concernant le traitement de l'écart d'acquisition ou du goodwill. Concernant donc la prise en compte de l'écart, en ANC 2001, vous le prenez en compte quelle que soit la méthode de consolidation que vous allez appliquer. Tandis qu'en IFRS, c'est uniquement lorsque vous avez le contrôle exclusif de la société, donc lorsque vous appliquez la méthode d'intégration globale. Concernant les frais d'acquisition, il va falloir bien les prendre en compte dans le coût d'acquisition pour le référentiel ANC 2001, net d'impôts différés, tandis qu'en IFRS, vous allez devoir normalement l'enregistrer en charge. Donc vous ne le prenez pas en compte dans le coût d'acquisition. Concernant l'impôt différé sur les écarts d'évaluation, en ANC 2001, vous ne le prenez pas en compte sur les actifs incorporels non cessibles de l'entité acquise, notamment la marque. Concernant IFRS, vous prenez en compte
les écarts d'évaluation sur la totalité. On a une terminologie différente avec ces deux référentiels. La valeur des actifs et passifs identifiables, c'est comme ça qu'on l'appelle en ANC 2001 ou encore capitaux propres estimés, tandis qu'en IFRS, on appelle ça donc juste valeur des actifs et passifs identifiables. Et enfin, l'écart d'acquisition, c'est la terminologie pour l'ANC 2001, tandis qu'en IFRS, on parle de goodwill. Concernant les amortissements, c'est autorisé en ANC 2001, généralement c'est sur 10 ans. En IFRS, c'est totalement interdit. La dépréciation aussi, elle est autorisée en ANC 2001, elle est aussi autorisée en IFRS, mais la dépréciation s'effectuera tous les ans. Et bien sûr, faites attention, la dépréciation sur un goodwill ne peut être jamais reprise. Dernière partie de ce dossier de consolidation, concernant le partage des capitaux propres, généralement on attribue à peu près 2 points sur cette partie. 2 partages, un premier partage qui est généralement à peu près simple, et un partage qui peut être complexe, notamment avec la prise en compte de participation directe et indirecte en même temps, ou sinon la prise en compte des écritures liées au goodwill. Faites attention, concernant la participation directe, l'élimination des titres dans votre tableau de partage, il s'effectuera toujours pour le montant global. Concernant la participation indirecte, l'élimination des titres s'effectuera par rapport au pourcentage de détention de la société mère sur la société détenant les titres en direct. Je vous prends un exemple, F1 est détenu à 70% par M et F1 détient F2 à hauteur de 60%. Okay, F1 a acquis les 60% de F2 à 10 000 euros. Donc M, elle ne va pas devoir éliminer 10 000 euros, mais M va devoir éliminer 70% des titres de F1 sur F2, donc 70% de 10 000. Et les 30% autres, ça sera pour la part des minoritaires. Enfin, dernier point d'attention sur la prise en compte des écritures liées au goodwill. En annexe, prenez bien en compte les capitaux propres à la clôture de l'exercice et non pas les capitaux propres qui sont donnés lors de la prise de contrôle. Okay, encore une fois, vous partagez les capitaux propres à la clôture de l'exercice. La prise de contrôle, généralement, est effectuée avant la date de consolidation. Donc, vous ne prenez pas en compte ces capitaux propres, s'il vous plaît. Et enfin, le plus gros point d'attention, et ça, la plupart des étudiants l'oublient, les capitaux propres que vous allez récupérer à la date de consolidation, c'est les capitaux propres de la filiale qui est établie selon le PCG. Vous, lorsque vous passez les écritures liées au goodwill, vous passez les écritures en appliquant le référentiel de consolidation. Donc, c'est-à-dire que les écritures du goodwill n'ont pas été intégrées dans les capitaux propres de la filiale. On prend en compte les capitaux propres de la filiale, on passe les écritures liées au goodwill, et lors du partage, il va falloir déterminer les soldes. Donc, si mes réserves ils sont par exemple à 10 000 dans le sujet, en annexe, j'ai impacté les réserves lors des écritures liées au goodwill, donc par exemple de plus 2000 et sur une autre écriture de moins 1000, donc ça va me faire 10 000, plus 2000, 12 000, moins 1000, ça va me faire 11 000. Et donc vous allez partager 11 000, vous n'allez pas partager les 10 000 qui sont donnés en annexe. Okay, 2 points de consolidation qui n'est pas tombé depuis très longtemps, la conversion des comptes et la déconsolidation. Ce sont des sujets qui sont très rares, mais qui valent des points. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller à l'examen en effectuant au moins un exercice de conversion des comptes et un exercice sur la déconsolidation. Au moins, vous allez être capable de traiter une partie du sujet. Sur ces mots, je vous souhaite un très bon courage, restez concentrés, l'épreuve est tout à fait abordable, ne lâchez pas l'affaire et on se dit à très bientôt sur Zéro en Compta. Ainsi s'achève cette vidéo sur la méthodologie et les pronostics en DSCG UE4. Je vous souhaite un bon courage. Sachez que vous pouvez nous retrouver et sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et que vous trouverez un contenu adapté à vos révisions. N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions. Bon courage à tous, à très bientôt.